Donc aujourd'hui, des personnes qui sont interpellées par rapport à leur obédience religieuse, car c'est cela au final, quand ils sont venus chez moi, quand ils ont dit que j'étais un islamiste, que j'ai fait de l'apologie du terrorisme, et tout, etc. Donc ça peut arriver à tout le monde ici dans la pièce. C'est-à-dire que par rapport à votre obédience religieuse, vous pouvez être stigmatisé. Car dites-vous bien, Souleymane Djous, c'est un élu. C'est un élu. C'est un élu qui s'est fait stigmatiser par rapport à son obédience religieuse. Pendant 2 mois et demi, imaginez-vous en plein été, il ne pouvait pas aller en vacances. Et il devait aller signer tous les jours au commissariat de la ville de Sevran. Et comme il aime à le dire, Souleymane Djous avec Alain et leur équipe, ils ont des compétences accrues en droit. Donc eux, ce n'est pas des victimes. Souleymane, il savait qu'il avait les moyens juridiques, intellectuels et déterministes afin de faire valoir ses droits. Malheureusement, dans la ville de Sevran, nombre de personnes n'ont pas cette chance. Malheureusement, dans la ville de Sevran, nombre de personnes n'ont pas cette chance. Et bien aujourd'hui, ensemble, toutes les personnes réunies dans cette pièce, on va réfléchir comment, collectivement, on peut avoir un débat intelligible pour pouvoir mettre sur papier des actions concrètes afin de faire valoir nos droits. Le droit à la dignité, le droit au respect, le droit à avoir un culte et pouvoir le pratiquer, le droit à l'émancipation, le droit de simplement à être français. Vous savez, quand je marche avec le drapeau bleu rouge autour du cou, beaucoup de personnes pensent que je veux faire le français. Non, je suis français. C'est simple. C'est parfois, je dis à les gens, c'est dommage, je marche avec le drapeau du Mali autour du cou, ou de la Palestine, on va même dire. Alors que quand je marche avec mon drapeau de mon propre pays, on regarde presque en me dit, je suis un ovni. Et bien c'est ça qu'il faut qu'on change. Car comme je dis des fois à des petits jeunes, je dis, mais si demain tu rentres chez toi, et tu penses que la cuisine, c'est pas ta cuisine, ben tu vas pas manger. Et bien nous, chez nous, en France, c'est la même chose. C'est notre territoire. On est chez nous, on doit s'approprier notre environnement. Donc, Gatineau, il est arrivé ou c'est comment? C'est même bien un peu comme de le vide, mais... On fait comment? On y va? Ben on va commencer. Monsieur Gatineau ne va pas tarder à arriver. Mais après, comme vous pouvez le savoir, dans ce genre de sujets, ils sont tellement épineux, on n'a tellement pas de recul nécessaire afin de pouvoir les appréhender, que même parfois les personnes, quand ils disent venir, ils ont parfois cette appréhension. Donc là, la première personne qui va prendre la parole, c'est monsieur Boubacar, qui est là ici présent. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous. Il fait très chaud là, mais bon, on a un peu de commandeur. Je me présente, je m'appelle Bakar Bonger, je suis président du Rassemblement Souverain. Ah, j'entends pas. Vous entendez, c'est bon? Voilà, président du Rassemblement Souverain. Alors, tout d'abord, je tiens à vous demander, s'il vous plaît, si vous pouvez avoir une petite pensée pour nos frères et sœurs en Palestine qui sont en train de subir un génocide et une extermination totale. Donc, il ne faut pas les oublier. De quelle façon que ce soit, vous pouvez les aider. Voilà. Ce soir, je suis là parmi vous, c'est pour notre ami Souleymane Djous qui a subi une injustice et une discrimination au mois de cet été pendant les Jeux Olympiques. Cette discrimination a suivi jusqu'au dernier conseil municipal où un élu de la majorité s'est permis, avec des propos graves et inconscients, de l'accuser d'avoir lancé une fatwa sur un autre élu de la majorité. Alors c'est grave, c'est des propos très graves, mais c'est des propos mensongers. Par rapport à ça, ce qui me sidère le plus, c'est que toute l'équipe de la majorité, les élus de la majorité, ils ont eu un silence assez long, et personne à répliquer. Donc moi je pense que c'est quand même aussi grave. J'espère que cela se représentera plus et puis qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, parce qu'aujourd'hui, être musulman, être de confession musulmane, et puis entendre des propos comme ça aussi ignobles, c'est impardonnable. Alors j'aimerais bien qu'avec vous tous, que cette personne-là, cet élu-là, demande des excuses auprès de M. Souleymane Djous, et on demande aussi sa démission. S'il ne veut pas démissionner, on fera le nécessaire auprès des autorités compétentes pour demander sa révocation. Sinon, vous savez ce qui nous attend dans quelques mois, il va falloir faire le nettoyage dans cette ville. Je vous remercie. Bonne soirée.
Excusez-moi. Car M. Gatchini vient d'arriver, donc je vais expliquer comme quoi il faut qu'il vienne prendre place. La seconde personne qui va prendre la parole, c'est Cheikh Nguet, le secrétaire général du projet politique l'ADR. Bonsoir à toutes et à tous. Merci en tout cas d'être là. Moi, je me présente tout d'abord. Je suis Cheikh Nguet, secrétaire général du projet social et démocratique. Le mouvement émane du mouvement La Révolution est en marche à Aulnay-sous-Bois, implanté. On a participé depuis le début jusqu'à la seconde à laquelle je vous parle, à l'organisation de cet événement ce soir. Alors moi je voulais dire tout d'abord aujourd'hui, on est là dans le cadre de l'affaire Sullivan-Dius par rapport au conseil, ce qui s'est passé au conseil municipal. C'est intolérable, inacceptable. Et ça aujourd'hui on ne doit pas l'accepter, on doit se battre contre ça. Toutes ces formes d'injustice, de discrimination, aujourd'hui on doit se lever contre ça. La République aujourd'hui je pense qu'elle appartient à tout le monde. Aujourd'hui, vraiment, et en vue des élections européennes, des municipales qui approchent, sincèrement, il est temps de se lever, que ce soit sur la ville de Sevran, Aulnay-sous-Bois, Villepinte et de Navarre. On ne peut plus rester comme ça. Nous, si vous voulez, on a monté une association en 2024 qui se nomme Univers le Ciel, et j'avais convié le président de l'association d'être là, malheureusement. Il n'a pas pu être présent, en tout cas à l'heure. Cette association, elle a but et comme objectif de lutter contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Et on est en plein dedans. Aujourd'hui, on nous parle d'entrisme. Aujourd'hui, on nous parle d'antisémitisme. Aujourd'hui, on nous parle d'islamophobie. Et tout ça, il faut que ça cesse. Aujourd'hui, un élu de la République ne peut pas, ne doit pas, en plein conseil municipal, parler de fatwa. Ça devrait être interdit. Et ça, c'est la responsabilité avant tout de toutes les femmes et hommes dévoués qui sont là dans cette salle. Et notamment nous, les acteurs associatifs, les acteurs politiques. À nous de prendre cet enjeu-là qui est très important et de le porter, voire à l'échelle territoriale, comme ce qu'on fait actuellement, mais à l'échelle nationale. Parce qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, les instances, les représentants politiques comme le président de la République, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui qui est là et qui nous parle d'entrisme, à un moment donné, ça, on ne doit plus l'accepter dans les quartiers, dans nos cités. On doit s'interdire. On doit s'interdire et à nous de nous lever contre ça, nous organiser, nous mobiliser. Vous voyez, et là, pour moi, une ville de Sevran, pour moi, on est passé. On est passé ce soir, on doit être vu, on doit gagner en visibilité, mais vraiment, que ce soit les musulmans, les chrétiens, aujourd'hui la République, on ne doit pas ramener tout ça. C'est les valeurs humaines, la justice sociale, la justice territoriale, la justice religieuse, tout simplement. C'est ça la République. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité surtout. C'est ça la République. Merci à vous. Merci à Cheikh Nguet. Je tiens à vous informer qu'à la fin des prises de parole, chaque personne dans la pièce pourra poser les questions qu'il souhaite, pourra donner ses impressions, mais surtout on espère que chaque personne ici présente comprendra que c'est que le début d'un vaste mouvement afin de lutter contre l'islamophobie. Je vais donner la parole à Jenny Yana, responsable associatif et candidate aux dernières élections départementales de 2021. Un peu d'applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir. Le thème du débat de ce soir, c'est la démocratie, qui est le respect de la laïcité et de l'égalité. Sevran, c'est une ville multiculturelle. À Sevran, où tout le monde est libre de penser, de choisir et de s'exprimer comme il veut. Malheureusement, dans notre ville de Sevran, certains de nos élus
n'ont pas droit à la parole. Pourquoi? Parce que priver un citoyen de parole, c'est lui priver de sa liberté. Que pouvons-nous faire pour changer cela? Si je suis ici ce soir, c'est apporter des propositions. Des propositions pour changer le racisme. Dans cette démocratie, assurant, nous ne sommes pas libres. Et je voudrais qu'on commence, où on organise des ateliers de communication pour la discrimination religieuse et raciale, où sont victimes nos familles, nos élus, qui ne peuvent pas prendre des paroles lors des meetings municipaux. Ils ne sont pas libres. Je propose qu'on organise des ateliers avec des associations, avec des habitants dans des quartiers, pour éduquer la population à changer de mentalité. Parce qu'on est libre. Sans sa liberté, on n'est rien. Priver quelqu'un de cette voie, parce qu'il appartient à telle religion, c'est pas normal, ça ne fait pas partie de la valeur républicaine. Si aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dénoncer cette démocratie qui n'est pas juste. Et je voudrais aujourd'hui apporter mon soutien à M. Sullivan Jousse, qui avec ce qu'il a vécu. Hier, c'était son tour, demain, ce sera le tour de qui d'autre? Peut-être le mien ou le vôtre. On ne sait pas. Mais nous devons tout faire pour dénoncer cette discrimination raciale et religieuse. Parce que ce vent, c'est une terre d'accueil. Et pour cela, je voudrais qu'on mette en place une politique pour accompagner toutes les personnes qui ont subi la discrimination, physiquement, moralement, avec des professionnels venus d'ailleurs pour nous apporter leurs expériences et leur vécu. Une fois les initiatives et le soutien auront pris, nous apportons ce soutien à ces personnes qui sont faibles, qui sont isolées et qui ne peuvent pas s'exprimer de peur de représailles. Je vous remercie. Pour compléter ce que disait Jenny, il y a nombre d'associations dans la ville de Sevran qui font un travail monstre, qui sont même dans cette salle. Et c'est important qu'on puisse leur donner de la force. Et surtout, elle a parlé de quelque chose de vrai, vraiment parler de l'éducation populaire, l'instruction populaire, le dialogue. Et qu'aujourd'hui, c'était Souleymane, hier c'était moi, et demain ça peut être quelqu'un d'autre. Donc pour continuer dans cette dynamique, j'ai appelé Madame Naïma Amdabi. Ah désolé. Stéphane Gatchino. Bonsoir. Je voudrais évidemment saluer dans un premier temps et dire toute ma solidarité, car je n'ai jamais été femme, avec Sullivan Jousse, avec Alain qui est là. Vous savez, je pense que l'enjeu, c'est vraiment la question de la démocratie et de ce qu'on fait ensemble. Je pense que Sevran, il y a de l'humanité. Ça veut dire qu'on est tous là, qu'on soit d'accord, pas d'accord, on peut réussir à se mettre en part et à faire avancer les choses. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant des années. Avec Alain ou avec Sullivan, souvent, on se connaît quand même depuis un certain nombre d'années, assez long maintenant. Même quand on n'était pas d'accord, on en parlait, on discutait.
taper de façon imagée dessus, on pouvait avoir des désaccords, mais on a toujours travaillé ensemble. Et c'est ça l'enjeu. Tout à l'heure, Janine, grand plaisir de revoir Janine quand même aussi, depuis toutes ces années, parlait de la démocratie. Et je pense que c'est un enjeu clé, fondamental de la démocratie. Comment est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui des citoyens, des élus de seconde zone, des gens avec qui on ne peut pas discuter, on ne peut pas voir parce qu'on pense qu'ils sont finalement des gens dangereux. Mais j'allais dire, si, je l'ai déjà dit, si Souleymane, si Jousse est dangereux, il faut le mettre en prison, il faut l'encadrer. Il y a un moment, il faut être clair dans ce qu'on doit faire. À partir du moment où on considère que chacun est libre de faire ce qu'il veut, il faut travailler tous ensemble, débattre, accepter la démocratie dans les lieux tels que le conseil municipal, qui est un enjeu démocratique, quelques bureaux municipaux, il y a aussi des élus qui sont en maltraitance aujourd'hui. Tout ça, ça doit se passer. Sinon, nos villes vont crever. Parce que la question démocratique, la question du vivre ensemble, la question de la démocratie, c'est justement comment on se met tous en tas et qu'on rend notre humanité finalement au service de tous. Voilà, donc, moi je rajouterai. Voilà, il rajeunit sur la photo, hein, c'est gentil. Mais je ne rajouterai pas grand-chose, simplement, faut continuer, faut tenir. On aura certainement des bouts de chemin à faire ensemble, peut-être certains seront un peu éloignés, d'autres rapprochés, je ne sais rien, l'avenir dira. Dans tous les cas, ce qu'on va conserver, c'est cette frange d'humanité qui fait qu'on se parle tous et qu'on est tous égaux, quel qu'on soit dans cette salle et dans cette ville, et puis de faire en sorte que tout le monde s'engage. Voilà. En tout cas, courage. Il faut tenir, courage, et puis tous, tel qu'on est, on doit pouvoir faire des choses ensemble. Merci. On tient à remercier l'ancien maire de la ville de Sevran. Pour nous, c'est toujours le maire de la ville de Sevran qui a été parti par rapport à des conditions personnelles. C'est important d'avoir le soutien d'une personnalité publique qui a vraiment œuvré pour la ville de Sevran, qui est identifiée en tant que telle. Là, on va donner la parole à Jean-Claude Poulis, dit Jesse. À toi. Alors bonjour à tous, je suis heureux de vous voir ici réunis et je tiens à remercier Sylvain Jousse de m'avoir invité. Pour moi, je n'avais pas ma place sur cette tribune, mais bon, on m'y a propulsé, ben j'assume. Donc avant tout, le message que j'aimerais diffuser à tous les Sevranais, moi je connais Sylvain Jousse depuis déjà quelques années et je peux vous dire que c'est quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui s'est engagé pour les plus démunis, qui s'est engagé pour le droit au logement, les mal logés. Et quand j'ai appris en 2024, notamment en juillet-août, qu'il était pris par une MICAS, j'étais assez étonné. Je peux vous confirmer que cet homme n'est pas dangereux, c'est quelqu'un d'engagé. Et comme disait Stéphane Gacchillon, s'il est dangereux, qu'on le mette en prison. Il n'y est pas, et donc tant mieux. Voilà. Après, concernant les discours islamophobes, au niveau national, à la télé, quand vous écoutez CNews, quand vous écoutez BFM TV, on martèle sur l'islamophobie. Mais ici à Sevran, c'est différent. Sevran, c'est une grande famille. On se croise tous dans la rue, on échange, peu importe notre religion, peu importe notre vision politique, on arrive à communiquer. Alors je sais qu'ici, il y a des personnes avec qui nos débats ont été houleux, mais ça reste toujours du débat. Et la religion ne doit pas avoir sa place en politique. On doit être tous unis à Sevran et imaginer un Sevran meilleur. Voilà. Donc je vous remercie à tous et puis je laisse la parole à... C'est une personnalité politique de la ville de Sevran, très impliquée, très investie, et chacun a sa place sur le pupitre. Si on aurait pu donner la parole à tout le monde sur le pupitre, eh ben on l'aurait fait. Aucun être humain doit se dire qu'il n'a pas le droit à la parole. On va donner la parole à Souleymane Jousse. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements.
Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Et je tiens premièrement déjà à vous remercier pour votre présence aujourd'hui, parce que dans des temps de troubles où règne l'intolérance, les inégalités, c'est seulement une solidarité qui défend le droit à la différence qui pourra s'imposer face à l'obscurantisme d'une pensée discriminante, parfois violente. Et cette violence, elle peut blesser, elle peut aussi parfois tuer. Il est donc de notre devoir de ne pas nous taire, de ne pas regarder sans rien faire lorsque certains de nos concitoyens deviennent les sujets de cette violence mortifère. C'est Montesquieu qui disait que une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Mais elle peut rapidement devenir une violence faite à tous si nous ne combattons pas cette injustice à la racine de son existence. C'est pourquoi nous avons le devoir de bâtir une unité républicaine au soutien de l'égalité en droit et au respect des principes fondateurs de la laïcité qui reposent, pour rappel, sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la séparation entre les institutions publiques et les organisations religieuses. Le deuxième, ce pourquoi en partie nous sommes réunis aujourd'hui, c'est le respect de toutes les convictions, de toutes les croyances spirituelles et religieuses, tant qu'elles s'expriment sans troubler l'ordre public établi par la loi. Et le troisième, c'est l'égalité en droit, quelles que soient ces différences individuelles qui composent notre France dans sa beauté plurielle. Et ne pas respecter l'un de ces principes, c'est trahir le pacte républicain qui nous unit. Et c'est même violer les droits sacrés que nous avons hérités du siècle des Lumières. Nous avons récemment perdu l'un de nos frères en humanité, Abou Bakar, paix à son âme, à cause d'une barbarie qui s'est abattue sur lui pour le simple fait d'avoir été musulman. Mais il y a quelques années, c'est aussi le père Hamel qui a été lâchement égorgé parce qu'il était homme d'église. C'est aussi Mireille Knoll qui a été assassinée parce qu'elle appartenait à la communauté juive. Et le fanatisme terroriste, il n'a pas sa place en France. Et il n'a sa place nulle part. C'est Voltaire qui a déterminé que ce terrorisme, il est alimenté par l'essence de l'intolérance. Cette intolérance qui s'exprime bien souvent de manière pernicieuse, assez lâche, mais qui de plus en plus aujourd'hui s'exprime de manière totalement décomplexée. Et c'est une intolérance nauséabonde, exposée au niveau national, mais qui ruisselle jusque dans les artères de nos villes pourtant si éclectiques. Avec ce qui a été dit précédemment, je tiens quand même à préciser, à souligner l'importance de ne jamais condamner les institutions auxquelles appartiennent des déviants qui usurpent certaines valeurs pour déverser leur haine. Et je tiens à saluer la présence de certaines personnalités politiques ici ce soir qui appartiennent à des mouvements dont certains déviants ont contribué à porter atteinte à la dignité et à l'honneur de ma famille. Mais leur présence aujourd'hui, elle démontre une chose importante, c'est que leurs valeurs humaines l'ont emporté sur les petits intérêts politiques. Cela les honore et je les en remercie et nous pouvons les applaudir. Les déviants, ils sont comparables à ce que l'on considère comme des mauvaises herbes dans un beau jardin. Quand on a un beau jardin, ces mauvaises herbes, on va les arracher régulièrement pour qu'elles disparaissent, mais on va aussi traiter le sol pour ne plus qu'elles réapparaissent. Il n'est pas nécessaire de retourner le jardin dans son intégralité au risque de détruire ce qu'il y existe de beau. Et bien dans notre jardin républicain, il y a des mauvaises herbes. Il y a des déviants, parfois radicalisés, qui tombent parfois même jusque dans la démence. Mais il y a aussi de superbes fleurs de solidarité au bénéfice de l'égalité. Et c'est grâce à ces fleurs institutionnelles du droit et de la justice notamment que j'ai pu, en ma qualité de militant associatif et politique, sauver certaines familles de la torpeur de la rue et de la fabrique du malheur liée à la protection de l'enfance. C'est l'institution judiciaire qui reste quand même la garante de notre légitime défense et de notre paix publique. Et cette justice, je l'ai au cœur et je l'ai à cœur.
C'est la raison pour laquelle, vous le savez, j'adhère pleinement aux valeurs des bâtisseurs d'égalité, parce qu'ils portent cette justice au cœur de leurs actions et au centre de leur image. Une belle chanson qui n'a pas de bon chanteur ne devient pas une mauvaise chanson. Et bien de la même manière, une institution qui est représentée par un déviant ne devient pas nécessairement une mauvaise institution. Et moi je considère pour ma part aujourd'hui que la France est une superbe et merveilleuse fleur, mais qui n'a pas de bon chanteur. Et sur Sevran, on en a eu l'exemple. J'ai pu ramener à la raison de mauvais chanteurs, certains déviants, et ainsi faire cesser certaines discriminations, notamment les censures de tribunes dans le journal de la ville, notamment les coupures de micro au sein du conseil municipal. Mais tout ça, c'est fait avec le droit. Et ce droit, comme disait Victor Hugo, c'est le granit de la conscience humaine. Il disait que c'était ce rocher contre lequel viennent s'échouer les iniquités, les hypocrisies, les mauvaises lois et les mauvais gouvernements, et j'ajouterais les comportements déviants. Alors certains estiment ici que je suis courageux. Je ne le pense pas, je ne me prêterai pas à cette attribution et ce qualificatif. Je ne suis tout simplement pas de ceux qui fuient le problème, mais de ceux qui sacralisent le problème. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que la problématique, elle a toujours cette vertu de mettre en mouvement l'intelligence pour l'émergence d'une solution qui, dans le domaine de l'éducation, va bâtir un héritage de sagesse au profit des futures générations par l'exercice et la vertu de la transmission. C'est pour ça que le problème, en fait, il est nécessaire pour faire émerger les solutions et qu'il faut savoir apprécier le problème, même si parfois il est difficile de l'accepter. Pour résoudre au mieux les problèmes de notre société, il est indispensable que notre mobilisation, nos expressions, la mutualisation de nos compétences diverses et variées puissent se mettre en action au service de la solidarité afin que la vertu de notre intelligence collective puisse être une réponse efficace et adaptée à la citation qui dit que « personne ne sait seul ce que nous savons tous ensemble ». C'est donc ensemble que nous pourrons faire face à l'immensité de la problématique, car seul, je ne peux apporter qu'une partie de la solution aux problèmes de notre nation, et c'est bien ensemble que nous pouvons, mais surtout que nous devons, apporter des solutions aux problématiques de notre République. Cette intelligence collective, personne ne peut s'en extraire. Nous avons tous besoin les uns des autres. Qui parmi nous ici n'a jamais remis la santé de l'un de ses proches entre les mains d'un médecin? Le médecin, il n'est peut-être pas de ma culture, il n'est peut-être pas de ma religion, peut-être pas de ma spiritualité, mais tout ce qui nous importe à ce moment-là, c'est qu'il soit de notre solidarité. La seule chose qui compte, c'est l'expertise scientifique qu'il est capable d'apporter pour permettre la guérison de l'être aimé. Et cet exemple, il illustre parfaitement cette nécessité absolue, dirais-je, de s'inscrire dans une communauté de solidarité qui rassemble l'ensemble de nos différences pour que nos alliances d'intelligence elles puissent bâtir l'espoir d'une société de protection et d'émancipation où règne la paix publique et l'unité nationale. Notre présence ce soir, elle démontre une chose très importante, c'est que nous sommes capables de nous rassembler. Et c'est déjà un premier pas très important. Et cette alliance d'intelligence, elle doit être un rempart de sécurité contre tous ceux qui veulent nous diviser pour fragiliser et effriter ce mur de la solidarité érigé contre les fabricants d'inégalités. Et c'est aussi cette culture partagée, et grâce à elle, que je ne serai jamais de ceux qui lavent le sang avec du sang, mais de ceux qui lavent le sang avec l'eau de la sagesse populaire. Pour une chose, que puisse vivre et être appliquée sans aucune discrimination dans tous nos territoires l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Je vous remercie. Il a tellement tout dit, il a tellement parlé avec le cœur que j'ai même peur de prendre la parole derrière lui. Merci à toi, Souleymane, pour ce beau discours de sagesse
d'amour, de dignité, de fraternité, de communion. Et comme il a pu le rappeler, l'article 1 de la Déclaration de l'homme et du citoyen est très clair. Nous sommes tous libres, égaux en droit et en dignité. C'est pour cela que là, c'est votre moment à vous maintenant. Car on a trop coutume de faire ce genre de réunion où il y a des intervenants qui prennent la parole et on ne laisse pas assez la parole aux personnes qui ont pris leur temps de venir à ce genre de manifestation, qui ont pris le temps d'écouter religieusement les personnes qui ont pris la parole. Et bien nous, aujourd'hui, ça nous tient à cœur que toute personne dans cette pièce puisse soit poser une question, soit avoir tout simplement une réflexion personnelle qu'il veut partager avec le reste de la salle. Comme je peux le dire en amont, si on aurait pu mettre tout le monde sur le pupitre, Souleymane le premier, on aurait dit d'abord mettre tout le monde. Mais voilà, comme vous pouvez le savoir, on est obligé d'avoir une organisation. Mais aujourd'hui, on veut vraiment que chaque personne qui est dans la pièce, s'il le souhaite bien sûr, puisse prendre la parole, poser des questions à Souleymane ou à l'ancien maire ou peu importe. Mais il est important aujourd'hui qu'on puisse échanger ensemble. Pourquoi? Car quand Souleymane l'a pu le dire, l'objectif, l'idée, c'est vraiment de continuer ce mouvement afin d'avoir une réelle force populaire qui puisse dénoncer toutes les discriminations ou les propos stigmatisant les religions du livre ou les religions tout court ou les personnes tiers par rapport à leur obédience religieuse. Mais si on ne s'organise pas, si on ne parle pas ensemble, si on n'apprend même pas à se connaître, comme a pu le dire Jenny, eh bien aujourd'hui, on ne pourra pas faire union et communion afin de pouvoir émanciper la veuve et l'orphelin, notamment dans nos quartiers de Gilles populaires très reculés du régime républicain. Donc, Nadir, je donne le micro. Ah, il y a Nadir, une personnalité associative de la ville de Gennevilliers, très impliquée. Omar, je donne le micro. Il y a Omar, une personnalité très politique de la ville de Villepinte. Voilà, aujourd'hui, il y a du bon monde. Voilà, ça prouve qu'aujourd'hui, le combat que mène Souleymane, c'est pas pour sa personne, et ça, il aime à le dire à chaque fois. C'est vraiment pour toutes les personnes diverses et variées. Et on tient vraiment à rappeler qu'on n'est pas là uniquement pour lutter contre l'islamophobie. Non, l'islamophobie, l'antisémitisme, la christianophobie, pour moi qui est juste dingue. Les stigmatisations à l'endroit des religions comme les shintoïstes, peu importe. Aucune personne en France doit être inquiétée par rapport à son obédience politique. Qui veut prendre la parole? Bon, allez. Et bon. Ah, il y a quelqu'un pour vous? Ah, voilà, ma soeur, on l'applaudit s'il vous plaît. Bonsoir. J'ai connu Souleymane il y a quelques années lors d'un appel à l'aide que j'avais fait sur les réseaux sociaux face à mon bailleur social qui était ou pas informé ou pas, ne se sentait pas concerné de la dégradation de mon logement. Je suis maman de 7 enfants qui vivaient à l'époque avec moi. Souleymane, j'ai pu assister à son accompagnement à mes côtés de manière tout à fait désintéressée. Il m'a accompagnée face au bailleur social, au commissariat de la ville de Sevran. Il a fait valoir mes droits et a obtenu en une semaine ce que je n'avais pas obtenu en 2 ans. J'ai d'ailleurs fait 2 vidéos pour témoigner de cela, de l'avant et de l'après. Je suis musulmane, comme on peut le voir. Je vis en France. Je suis citoyenne étrangère pour le moment, mais j'espère devenir française un jour. Je me sens tout à fait concernée par la politique de la vie, parce que moi, c'est ici que je vis, et je refuse de me résigner à me dire que c'est en attendant mieux. Il n'y a pas de en attendant mieux. C'est ici qu'on vit, c'est ici qu'on éduque, qu'on élève nos enfants, et c'est ici qu'on doit aussi être en capacité de se projeter, et pas se résigner, selon moi, et se dire bah, pour le moment on est là, et un jour quand ça ira mieux, on pourra aller ailleurs. Pourquoi pas faire d'ici maintenant un meilleur, pouvoir vivre tous ensemble. Je suis très éloignée de la politique en règle générale. Je n'écoute pas BFM, CNews, j'éteins la télé, je préfère lire. J'ai vu passer sur les réseaux qu'au conseil municipal de la ville de Marseille, le maire de Marseille s'est prononcé face à des élus de droite concernant des propos racistes et islamophobes. Donc ce qu'on vit aujourd'hui ici, ce que subit aujourd'hui Sullivan, n'est pas isolé, n'est pas propre à la Seine-Saint-Denis, à Sevran et un territoire particulier. C'est quelque chose qui s'étend, comme des mauvaises herbes qui s'étendent dans un jardin républicain. À notre échelle, à ma petite échelle,
qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se mobiliser pour que demain ne devienne pas angoissant? Pour que des personnes comme moi, qui sont ancrées ici en France depuis une quarantaine d'années, n'aient pas à devoir se dire demain, où est-ce que je peux aller pour être tranquille et vivre en paix avec les autres citoyens? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Quelles sont les actions auxquelles chacun peut souscrire s'il souhaite, et aussi minimes qu'elles soient, même si c'est ponctuel, comme venir ce soir écouter et se concerter. Merci à toi. Et chacun peut répondre. Pas plus d'une minute. Merci en tout cas, Aouda, pour ton témoignage. Peut-être qu'on peut te laisser le micro et ceux qui répondent, on va venir là, comme ça permet de... Merci Aouda pour ton témoignage. Effectivement, on s'est rencontrés dans des conditions un peu difficiles, un peu délicates pour toi et ta famille. Tu étais victime quand même d'une atteinte à ta dignité assez manifeste, le logement incompatible avec la dignité humaine, que chez les bâtisseurs, nous avons érigé en crime contre l'humanité parce qu'il tue de nombreuses familles, de manière lente et sournoise parfois. Et on a pu résoudre cette problématique avec une seule chose, le droit. C'est ce que je disais tout à l'heure, la justice, l'application de la loi. C'est pour ça que c'est important de pouvoir se former, de pouvoir avoir une certaine initiation en matière juridique pour faire valoir ses droits. La problématique que tu soulèves, elle est très importante. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une fuite de beaucoup de talents français qui, comme tu le dis, se sentent un peu à l'étroit là où ils vivent et là où ils se sentaient bien. Mais ça devient de plus en plus étroit, de plus en plus compliqué pour certaines personnes qui sont stigmatisées à longueur de temps. Et malheureusement, on a cette fuite des talents vers l'étranger et qui dessert énormément notre nation. Et pour répondre brièvement, avant de laisser la parole à mes collègues, que peut-on faire? Je pense que déjà votre présence aujourd'hui, elle est un symbole très fort. Parce que l'égalité en droit, ça n'est qu'une idée. Nous ne sommes que des porteurs d'idées. Et cette idée de solidarité, cette volonté de faire respecter l'égalité en droit, il faut que ça devienne comme un virus. Il faut que nous soyons capables, par un principe actif de solidarité, de contaminer toutes les belles âmes qui souhaitent s'inscrire dans le même projet que le nôtre, à savoir le respect de l'égalité en droit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'échelle de la nation, nous ne sommes qu'une petite mobilisation. Mais si chacun d'entre nous fait ce travail de pouvoir communiquer, de pouvoir mobiliser, de pouvoir transmettre ses valeurs et sa sagesse à son prochain, je pense que c'est comme ça que nous pourrons avancer. Adama dit souvent, seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc voilà, je pense que c'est une des pistes à explorer, c'est de pouvoir se mobiliser comme on l'a fait aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Il faut qu'on puisse de nouveau se mobiliser et que la prochaine fois, on soit peut-être le double, triple, quadruple et faire rayonner cette idée de solidarité à travers notre territoire national et au-delà. Merci à toi. Les deux micros. Merci à toi, Suleiman. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir pour répondre? Non. Alors, je vous entendais tout à l'heure de parler des bailleurs sociaux. Justement, nous, on en a fait un sujet depuis maintenant 8 ans. Si vous voulez, moi, je suis, comme je vous disais, secrétaire général du projet social et démocratique avec le mouvement La Révolution est en marche. Et on s'est rendu compte, bien sûr, qu'il fallait vraiment mettre un coup de stop à ces différents bailleurs. Et comme Sullivan le disait si bien tout à l'heure, c'est le droit. Tout passe par le droit. Et aujourd'hui, pour faire plus simple, on a créé un comité de force populaire. On a créé une association qui se nomme Force citoyenne, dont M. Traoré Adama en est le directeur général. Et moi qui chapeaute le projet politique La démocratie représentative, dont j'en suis le secrétaire général, et justement accompagné de la directrice générale du projet. Et depuis 8 ans, si vous voulez, on œuvre à l'échelle nationale par rapport aux bailleurs. Si vous voulez, nous, dans le passé, comme on s'est émancipé de tout ça, on a compris que, par exemple, je vous donne un exemple, lutte ouvrière, qui se sont appuyés à l'époque sur les travailleurs, et bien nous, on s'est appuyé sur le logement, afin d'accompagner la veuve et l'orphelin, afin d'accompagner surtout nos parents,
parce qu'on est issu des quartiers dits populaires, sauf qu'on a été mis sur le côté, on s'est rendu compte de la supercherie, parce que les bailleurs sociaux, à savoir qu'il y a des subventions d'État public qui sont versées, sauf qu'il n'y a pas de contrôle. Et d'où là, je disais, comme il y a une caméra, je vais en profiter de le dire encore une fois, on en appelle à Emmanuel Macron, tout simplement, sur les 2 années de mandat qui restent. À un moment donné, on ne peut plus rester comme ça dans les quartiers, dans les cités, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais, tout passera par nous. Il faut qu'on se soulève, il faut qu'on s'engage politiquement. C'est la seule chose qui fera basculer. Les politiques aujourd'hui, ce qu'ils veulent pas, en tout cas les partis traditionnels, ce qu'ils veulent pas, c'est voir des acteurs comme nous, tout simplement. Ils ont compris que si demain, nous on a la capacité de mobiliser, aujourd'hui, on ne peut plus rester comme ça. Maintenant, à nous de nous prendre en main. Et ça part de tout ça, chacun, ça part déjà de ce soir. Quand vous sortez de cette salle, dites-vous comment je peux m'engager politiquement, comment je peux aider la veuve et l'orphelin avec le si peu de temps que j'ai. Parce que quoi qu'il arrive, une demi-heure dans la journée, c'est vous avez quand même aidé un humain qui galère. Et les bailleurs sociaux, justement, on a fait plusieurs procédures judiciaires par rapport aux bailleurs sociaux, notamment sur la ville de Sevran, où là, le bailleur a joué le jeu, pour vous donner un ordre d'idée, en tout cas sur les bailleurs, parce qu'ils comprennent, à un moment donné, on doit créer ce rapport de force intellectuelle, tout simplement, qui va permettre aux bailleurs sociaux de venir autour de la table et de discuter avec nos parents, et ensemble, on fera la différence. Merci. Merci. Qui? Bonsoir à tous. Je m'appelle Sylvie, j'ai été longtemps responsable associative, pas que sur ce banc, mais peu importe, le combat ici ou ailleurs, il est le même. Je suis venue ce soir parce que j'ai rejoint Sullivan sur sa liste quand il s'est présenté il y a presque 5 ans. Je serai encore là s'il se représente. Et pourtant, je suis athée, je suis blanche, je suis d'origine 100% française. Et je crois que ça n'a rien à voir, on est tous ici égaux. On peut tous se parler, on peut tous échanger, on peut tous communiquer, comme d'autres l'ont dit tout à l'heure. Par contre, il y a des choses que je ne supporte pas, que je ne supporte plus. Je suis conseiller municipal en vidéo. Je ne vois aucun, mais je dis bien aucun élu d'aujourd'hui prendre la défense de Sullivan quand il réclame ce que doit pouvoir réclamer n'importe quel élu. Il ne devrait même pas avoir à réclamer d'ailleurs. C'est-à-dire une salle, l'accès à une salle pour discuter, organiser des débats, etc. Je crois que ça a été interdit pendant un sacré paquet d'années. Hein. Je ne comprends pas pourquoi, quand il cherche à s'exprimer, on regarde le plafond, on va faire pipi, on fait autre chose, comme si il n'était rien. Moi, je vous rappelle que Sullivan, au premier tour, il a quand même fait 10% des électeurs. C'est pas rien, 10%. Il y a une autre élue qui est ici dans la salle, que je ne citerai pas, parce que je ne sais pas si elle souhaite qu'on la cite, qui au dernier conseil municipal a demandé à ce qu'elle verbalise depuis 4 ans, soit enfin bénéficier d'une réponse. C'est-à-dire qu'on lui définisse à quoi sert son mandat. C'est balèze quand même qu'un élu ne sache pas ce qu'on lui a donné comme, comment dirais-je, comme représentation. Tout ça, ça démontre. Moi, j'ai pas peur de dire. Je m'en fiche des représailles. Des représailles, j'en ai eu jusque-là, je suis plus à ça près. Là, on a quand même un maire, des représentants, pas tous, mais un paquet, qui vivent leur vie dans leur coin, qui se foutent pas mal de ce à quoi on a, des choses dont on a besoin, des choses qui devraient faciliter un petit peu notre vie. Moi, je ne demande à personne de tout faire pour régler ma vie,
Et de temps en temps, j'aimerais bien m'adresser à quelqu'un pour arranger une situation, pas forcément la mienne d'ailleurs, une situation qui craint. Mais on ne peut pas les voir, ces élus. Ou alors, quand on les croise quelque part dans une manifestation publique, ils nous regardent de haut. Enfin, en tout cas, moi, ils me regardent de haut. Pour moi, ce n'est pas le maire. Le maire, il doit être le maire de toute la ville. De toute la ville. Et on m'en a eu un comme ça, il n'y a pas si longtemps, de maire qui pensait à toute la ville. Et j'espère que ce qu'on entend en ce moment, ce ne sera pas seulement des bruits. Moi, on entend quoi? On entend qu'il va peut-être se représenter. Moi, j'espère que ça sera vrai. J'espère que, Stéphane, tu seras là aux prochaines élections. Non? Je suis toute seule à m'inspirer? Ah là, Stéphane, t'as été interpellé, t'es obligé, mon ami. Non, c'est pas le mieux, mais répondre, c'est un minimum. Répondre. Vous l'avez vu, mais indirectement, avant qu'il réponde, comme il a dit, c'est pas l'élu à la base. Mais comme vous pouvez... Non, mais attends, ma soeur, je vais te suivre. À la base, c'est pas l'élu. Mais comme vous avez pu le sentir, toutes les questions qui ont pu être remontées, à chaque fois, on revient toujours à la politique. Car ne vous occupez-vous pas de la politique, la politique s'occupera de vous. Tout est politique. Vous savez, quand nous, on s'est lancé en 2017, moi, j'étais un vrai mec de la street. Plus ghetto que moi, plus capitaliste du ghetto que moi, je crois que ça n'existe pas. Parlons cru, parlons clair, parlons simple. J'ai grandi au 3000 dans une cité qui s'appelle KDF, Killer de flics. Et on nous a toujours fait croire qu'on n'avait pas à s'appliquer politiquement. On nous a toujours fait croire que la politique, c'est pas pour nous. Alors que je vous parle, j'ai jamais voté pour quelqu'un d'autre que pour moi. Car je me suis engagé récemment politiquement. Donc aujourd'hui, certes, on était là pour l'islamophobie, on était là par rapport à la stigmatisation qu'a pu subir Souleymane, mais si on fait un réel recul, tout est politique. Donc Stéphane, t'as été interpellé là. À toi. Non, simplement, je disais que c'était pas lieu. En tout cas, juste ce que j'ai à dire, c'est que je suis venu ici, d'abord en solidarité avec Sullivan. On a travaillé beaucoup, et je crois que ce qui a été soulevé tout à l'heure par rapport au témoignage sur ce qu'a fait Sullivan et le collectif autour notamment des tours et du quartier Pont-Blanc est extrêmement important dans une forme de rapport de force qu'il a créé avec les institutions, et ces institutions qui étaient les bailleurs sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois Sevran, quand je viens chaque semaine, je suis malheureux. Je suis malheureux parce que à la fois je sens de la souffrance en ville, les gens, alors c'est paradoxal. Moi personnellement j'ai beaucoup souffert, maintenant je vais bien. Donc quand tu vas bien et que tu vois la souffrance, c'est dur. Je vois cet abandon par rapport à l'action qu'il y a à faire contre les institutions, comme tu l'as fait toi en tant qu'associatif par rapport aux bailleurs sociaux, comme moi j'ai pu le faire par rapport à l'État, comme on s'est retrouvés par moments ensemble sur des sujets, je pense notamment à Alain dans ce qu'il a subi par rapport à une autre institution, on a réussi à créer des rapports de force par rapport aux institutions en partant d'ici. Et j'allais dire que ce France, c'est une terre de combat et d'humanité. Voilà. Et c'est pour ça c'est ça qui me plaît. Quand je te disais que c'est pas à l'ordre du jour la question d'une candidature, c'est parce que effectivement on est là pour autre chose. Et ces choses-là viendront en leur temps, petit à petit. Et peut-être que c'est une pierre finalement dans un édifice futur, j'en sais rien. L'avenir dira. En tout cas, je pense qu'on est là pour se battre, on est là pour se rassembler, et on est là pour passer cette humanité. On est dans un monde en rupture totale. Moi, je regarde la télé. Moi, je regarde CNews. Quand je regarde CNews, c'est une atteinte à notre France qui est tous les jours. C'est une atteinte à notre France tous les jours. Et donc, il faut aussi, dans ce pays, avoir des endroits où on parle d'autre chose, où on montre autre chose, où on monte dans le combat et où on recrée de l'humanité. C'est des gens, il n'y a plus d'humanité. Quand ils parlent, ils s'opposent, les groupes entre eux.
Et vous savez, il n'y a jamais le plus blanc que blanc. Voilà, à la fin, on écarte toujours des gens. Donc, il faut retrouver l'humanité. Retrouver l'humanité, retrouver un sens à l'action, et puis retravailler, avoir été au cœur du combat, se battre. Je pense que voilà, avoir du courage, parce qu'il en faut du courage aussi. Et puis recréer ce lien fondamental, et puis se battre. Et puis, les semaines, les mois qui vont diront ce qui se passera. Voilà, en tout cas, j'espère qu'on se retrouvera et qu'on recréera ce petit brin d'humanité. On a parlé de petites fleurs, mais pour moi, là, cette petite fleur, c'est le brin d'humanité. Et je pense que cette petite fleur, il y en a une belle à se faire. Olivier Suleiman a interpellé par rapport au fait que lors des conseils municipaux, voilà, tu es stigmatisé, tu es ostracisé, à la peine d'expliquer. Lorsque tu prends la parole, les personnes carrément, voilà, et c'est important aussi d'expliquer le ressenti, comment tu vis ton mandat. Merci pour ton intervention, Sylvie. Les choses ont pas mal évolué quand même en 5 ans. Hein. Au début du mandat, c'est vrai que j'ai dû faire face à pas mal de censure, que ce soit dans le journal de la ville, que ce soit les coupures du micro au conseil municipal. Tu l'as rappelé à juste titre, le local des élus d'opposition que me garantit la loi ne m'a pas été accordé, il ne l'a été qu'il y a quelques semaines. Donc pendant presque 5 ans, on m'a privé d'un droit. Et en fait, je vais peut-être me répéter, mais une seule solution face à ça. On va savoir si vous avez retenu votre leçon, c'est ? Merci. Donc c'est le droit. Donc nous, ce qu'on a fait avec nos équipes, c'est simple. On a dit, le maire est une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public. Il me prive d'un droit que m'accorde la loi. Il y a une définition pénale à cela. Parce que bien souvent, lorsque des conseillers municipaux sont victimes d'une censure ou de droits qui ne sont pas respectés, ils vont au tribunal administratif. Mais le tribunal administratif, ce n'est pas coercitif. On va enjoindre au maire de rétablir la situation, il y a peut-être quelques indemnités, etc. Mais ce n'est pas très coercitif parce que derrière, il n'y a pas véritablement de sanctions qui dissuadent. Tandis que le pénal, c'est répressif. Priver une personne d'un droit que lui accorde la loi en tant que dépositaire de l'autorité publique, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. C'est long, oui et non, ça dépend. Parce qu'il y a des recours judiciaires. Après, c'est aussi pour ça que nous, dans nos organisations, on accompagne pas mal de personnes pour la compréhension du droit. Mais aujourd'hui, grâce au droit, je ne suis plus censuré dans le journal de la ville. Le micro ne m'est plus coupé lors du conseil municipal. Et on a même vu au dernier conseil municipal le maire dire « j'ai pris la décision, nous avons pris la décision de ne plus répondre ». Parce qu'ils savaient que leur réponse leur portait plus préjudice qu'autre chose. Donc, de là où on me censurait moi, ils s'auto-censurent aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'en 5 ans, les choses ont évolué, mais encore une fois, grâce au droit. Il a été, pour terminer sur ce sujet-là, auditionné très récemment par la police judiciaire de Paris, dans le cadre d'une information judiciaire. Donc un juge d'instruction a été désigné, l'information judiciaire a été ouverte, l'enquête s'est déroulée. Aujourd'hui, les conclusions de cette enquête sont entre les mains de la magistrate qui décidera de son sort judiciaire dans les mois à venir. Et il n'est pas improbable qu'avant les élections, ou peut-être juste après, il soit condamné pour discrimination à mon encontre et qu'il soit victime d'une peine d'inéligibilité également. Donc c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, mais encore une fois, sans l'outil juridique, sans cette connaissance et l'accompagnement des équipes, parce que c'est un travail d'équipe aujourd'hui, ce n'est pas Sullivan Jousse seul au conseil municipal, il y a toute une préparation en équipe, il y a toute une analyse qui se fait en équipe derrière et tout un accompagnement. Et donc, encore une fois, les choses ont beaucoup évolué, même si il est vrai que j'ai été bafoué dans mes droits. Mais aujourd'hui, grâce aux droits, les choses ont évolué sur ces 5 années. Donc voilà un petit peu le topo sur ces discriminations qui ont été commises à mon endroit, mais qui aujourd'hui se règlent par l'exercice du droit de la justice. Après Nadir, après vous reprendre la parole. Il faut dire que ces problèmes, ce n'est pas seulement à la tour du genre, c'est à celui qui je disais, on est tous victimes, pas seulement toi, on est victime de ce qu'on t'a fait subir. Tu as été élu par ton tour.
Juste pour répondre, Sylvie, tu as entièrement raison. Et dans quelques semaines, je vais dévoiler quelque chose par rapport à cette procédure parce qu'effectivement, tu le dis à très juste titre, ce n'est pas moi qui ai été discriminé, c'est la population sovranaise. Lorsque la population n'a pas accès à ma tribune, alors que j'ai le droit de publier dans le journal, c'est la population sovranaise qui est discriminée. Lorsque je souhaite prendre la parole au conseil municipal pour alerter sur les problématiques de notre ville, me couper la parole, c'est priver les Sevranais de ma liberté d'expression. Donc c'est vrai que la liberté d'expression, c'est un droit constitutionnel. Et aujourd'hui, c'est la population, à travers le représentant que je suis, élu au suffrage universel, au deuxième tour à 21% de la part électorale, est bafoué dans ses droits. Et donc, il y a une petite innovation judiciaire et juridique que vous découvrirez dans quelques semaines, où les Sevranais pourront exiger réparation par rapport à ce tort qui leur a été causé. Tu fais bien de le dire, je ne comptais pas l'annoncer aujourd'hui, mais tu m'as tendu la perche et donc c'est pour ça que je l'annonce. Bonsoir à tous. Moi, je voulais. Je n'habite pas Sevran, mais j'habite Saint-Denis. J'ai ma sœur aussi qui est venue. En fait, on est venu pour soutenir Sullivan parce que je trouve que c'est une personne très très bienveillante. On est sur plusieurs combats. Donc, il y a Sullivan et Ava, donc je ne sais pas son nom de famille. Et je trouve que sur tous les combats qu'il a pu m'accompagner, en fait, quand il dit qu'il parle de religion et tout, là, je ne suis pas de la vie de Sevran, mais avec bienveillance, il me conseille, il m'accompagne sur des combats, et il n'est pas obligé de le faire. Et ça, je voulais le préciser, comme quoi, c'est un soutien, et je lui apporte mon soutien ce soir. Merci à toi. Merci à toi. Et c'est important de rappeler aussi le travail que fait Souleymane avec toute son équipe. Il n'est pas tout seul, il y a Alain ici présent. Et moi, je me rappelle quand je me suis lancé dans le mouvement de la Révolution Islamique, exactement, c'était en janvier 2017. Et Souleymane et Alain, ils sont venus carrément chez moi, à mon domicile, et m'ont appris la politique. Et j'ai retenu le fait que la politique politicienne et la politique citoyenne. Voilà, vous avez pu entendre, chaque personne fonde leur témoignage par rapport au travail que fait Souleymane, par rapport au travail que font les bâtisseurs de l'égalité. Voilà. Voilà, donc c'est important aujourd'hui de rendre à César ce qui appartient à César, mais aujourd'hui, comment nous tous qui sont venus aujourd'hui, nous avons envie d'apporter à la veuve de l'orphelin, comment on peut s'impliquer. Vous allez la voir, voilà, madame. Nadia, je ne t'ai pas oublié un peu. Tiens. Bonjour, alors j'ai été membre du club nautique de Sevran pendant 2 ans, j'y suis plus, voilà. Pendant des années, il y avait des femmes pas voilées, mais c'est pas des tenues de burkini, c'est pas des burkinis qui portaient, mais ce qui a été autorisé, c'était des combinaisons comme ils mettent les enfants et tout ça. Donc, il y a eu un nouveau règlement qui a été fait par qui, je sais pas, en interdisant les tenues. C'est pas les burkinis, hein, c'est les tenues un peu de plongée. Voilà, ça a toujours existé sur la ville de Sevran, les mamans venaient et tout ça. Et l'année dernière, on a eu un nouveau règlement, on a retiré. Le problème qui s'est posé, c'est que nous, les mamans, quand elles sont venues nous voir parce qu'elles faisaient de l'aquabike et tout ça, elles nous ont demandé des explications, on ne savait pas quoi leur dire. Donc ça, dommage, c'est que la mairie ne s'est pas déplacée et est venue s'expliquer auprès de ces femmes. Voilà. Mais ces femmes, la mairie souvent les utilise pour faire les accompagnements, pour travailler dans les associations sportives et tout ça. Je trouve ça malheureux qu'on leur retire ces tenues-là. On n'a jamais eu d'explication, ces femmes-là n'ont jamais eu d'explication pourquoi il y a eu un règlement et pourquoi on leur a retiré les tenues de plongée. Pas les burkinis, je ne parle pas du burkini. C'est facile de faire des règlements et des règlements qu'on affiche un peu partout, mais on aurait bien voulu que la mairie se déplace et qu'ils viennent eux-mêmes expliquer et leur dire voilà, on a retiré ces tenues-là, ça. Voilà. Et encore quelque chose, il y a aussi un peu, je trouve un peu une sorte de discrimination, de pas oublier les personnes en situation de handicap. Voilà. Voilà. Nous avons créé au club nautique de Sevran, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. On a créé un
petit groupe où on accueille les enfants en situation de handicap. L'année dernière, ça a été un test. Voilà, aucun soutien de la mairie. Moi, je vous le dis, aucun. Il y a au moins 300, 400, moi je vous parle des enfants, enfants en situation de handicap. Ce grand ne fait rien. Moi, je suis là aussi pour vous dire, s'il y a des associations sportives, ouvrez pour les enfants en situation de handicap. Voilà, moi je vous parle des enfants qui sont en situation de handicap. Voilà, et aucun soutien de la mairie, parce que c'est facile de nous dire, oui, ouvrez un petit groupe à la piscine du club nautique de Sevran. On l'a fait nous-mêmes, on a fait du bénévolat, on a pris des parents qui sont rentrés dans l'eau avec ces enfants en situation de handicap. Moi-même, je me suis mis en maillot de bain et je suis rentrée dans l'eau avec ces enfants-là. Je n'ai aucun enfant en situation de handicap. Voilà. Et aucun soutien de la mairie, aucune aide, et voilà, aucune subvention. Mais c'est pas grave la subvention, on aurait voulu avoir du soutien. Il ne faut pas oublier ces enfants en situation de handicap. S'il y a des associations sportives sur Sevran, il faut ouvrir des créneaux pour ces enfants. C'est pas compliqué. Si nous, en tant que parents, on l'a fait, c'est pas compliqué. Ouvrez. Il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap qui ont besoin de faire du sport. Voilà, merci beaucoup. Merci. Vous êtes interpellé par rapport aux personnes en situation de handicap, mais pas que, sur l'application de la municipalité et autres. Même si on sort un peu du contexte de la lutte contre l'islamophobie, c'est normal. Il y a une colère qui est ancrée dans le cœur de nombreux habitants de la ville de Sevran. Ils ont des élus en face d'eux, ils ont l'ancien maire en face d'eux, donc c'est normal qu'ils vont un peu dans toutes les questions. Mais c'est ça, être un acteur civique. Un acteur civique, ça on dit civique ou civique? Un acteur civique ou civique? Civique, voilà, un acteur civique. Donc, merci à vous, merci pour vos questions, et on va laisser sur les bras pour répondre. Moi, je vais aller au micro. Non, je pense qu'on ne sort pas du cadre, Adama, parce que le sujet du jour, c'est le respect de la laïcité et de l'égalité en droit. Donc, nous sommes parfaitement dans la thématique. Parce que, comme vous le dites, si à un moment donné, un service est ouvert à tous, mais qu'on prive une partie de la population en fonction d'un des 26 critères prévus par la loi de discrimination, nous rentrons dans une infraction pénale. Donc si à un moment donné, l'accès à un service public, qu'est la piscine municipale, n'est pas garanti, n'est pas effectif pour un pan de la population, il y a une vraie problématique de droit à soulever. Donc c'est pour ça que je pense que nous sommes parfaitement dans la thématique. Et ça, je n'en avais pas connaissance. Je pense qu'il y a quand même matière à observer, à regarder ce qui s'est passé, même au niveau du règlement intérieur, parce qu'il y a un principe en France quand même qui dit que chaque règlement intérieur, chaque loi ne peut pas être contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le principe de hiérarchie des normes. Et à un moment donné, donc, il peut y avoir des questions qui peuvent se soulever. Donc moi, je vous félicite pour votre intervention et je pense qu'il faut qu'on regarde de plus près pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, parce que c'est quand même inadmissible, si les propos que vous relatez sont justes et réels, qu'à un moment donné, des enfants en 2025 à Sevran ne puissent pas avoir accès à la piscine municipale. Donc voilà, c'était juste pour recalibrer, dire qu'on nous sommes parfaitement dans la thématique, et je vais laisser la parole à Nadir, qui nous vient de loin, mais je vais le laisser se présenter. Bonsoir à tous, merci pour l'accueil. Je trouve ça fantastique le monde qu'il y a, mine de rien. Si vous saviez la difficulté de réunir les citoyens dans les quartiers, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de réunir les citoyens dans une seule réunion et sur un sujet en particulier. Je voudrais apporter donc mon soutien à Sullivan et à Alain, qui sont pour moi des citoyens exemplaires sur cette nouvelle génération de citoyens engagés qui sont capables de répondre aux vrais problèmes des citoyens sans faire de distinction, qui sont plutôt dans l'efficacité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une dynamique intéressante qui peut résoudre beaucoup de problèmes dans tous les quartiers populaires de France. Moi, je voudrais juste dire, de façon générale, la vie est faite de combats, mais pour nous, habitants des quartiers populaires, à mon niveau, je pense avoir compris qu'on a deux combats à mener. Le premier, il est politique, bien évidemment, pas contre tous les politiques, parce que vous avez aussi des politiciens et des maires qui font très bien leur travail, et souvent qui le font grâce aux associations et aux citoyens qui sont engagés, ça c'est une réalité, quelle que soit l'étiquette, hein, gauche, droite, peu importe, ça c'est une réalité. Donc il faut s'engager en politique, il faut arrêter de pleurer, de s'apitoyer sur notre sort ou sur certaines réalités qu'on vit. Si on les vit, globalement c'est de notre faute. Il y a juste à regarder les chiffres, les nombres de personnes que nous sommes, les citoyens que nous sommes dans nos villes, et quand on regarde les gens qui se présentent et les gens qui votent, on a souvent un distinguo. Et en face, vous avez des gens qui sont souvent moins nombreux,
mais qui se déplacent et qui votent. Voilà comment ils ont le pouvoir. En général, ce sont toujours les minorités qui dominent la majorité des citoyens, parce que la majorité des citoyens est dans l'expectative ou la plainte permanente, et surtout l'hypocrisie et le manque de courage. Donc des deux côtés, vous avez des minorités qui dominent et des minorités qui font face. Donc à vous de choisir votre camp. Le deuxième combat, toujours pareil, sans chercher à tomber dans l'hypocrisie la plus totale, il est face à nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est-à-dire les quartiers populaires, nos enfants, les trafics de drogue, les incivilités, les comportements extrêmes. Là aussi, on est capable de pointer du doigt les politiques parce que c'est tellement facile, mais on oublie de se regarder en bas de l'immeuble. En bas de l'immeuble, c'est des gens qu'on connaît en général, un voisin, un enfant, une personne qu'on connaît, qui soit dans le trafic de drogue ou dans des postures face à l'incivilité ou à l'échec scolaire. En général, ce sont nos enfants ou nos amis. Donc si on regarde simplement la politique et on les critique comme on fait éternellement, moi je suis gentillier, mais quels que soient les quartiers populaires, on a les mêmes pratiques en haut, et nous en bas, on a les mêmes incapacités à nous unir et à faire face à eux. Donc le deuxième combat, pour moi c'est le plus important, il est à mener vis-à-vis de nous-mêmes et tout ce qui ne va pas. Et si on fait aussi ce travail-là, ça permettra de ne plus regarder CNews et BFM et de voir que ces gens-là ne montrent que l'aspect négatif qu'il y a dans les quartiers. C'est une réalité malheureusement, mais ce n'est pas la réalité et ça ne représente pas la majorité des citoyens. La majorité des citoyens, elle est inactive, ou de l'autre côté, elle est active, mais elle reste minoritaire, à travers Sullivan, Alain, ou du côté d'Ondel, vous avez Adama, vous avez Cher, qui sont aussi des jeunes par rapport à des politiques qui sont là depuis très longtemps. Donc maintenant, c'est simplement une question de courage et d'engagement. Voilà, merci. Ouais, bonsoir à tous. Moi, juste une petite question à poser à Sullivan, au futur candidat. On est passé du séparatisme à l'entrisme. Vous savez qu'ils sont en train de nous préparer, à mon avis, les politiques, ils sont en train de nous préparer quelque chose. Je suis très pessimiste là-dessus. Quel que soit le candidat issu de la minorité visible, entre guillemets, serait toujours suspicieux aux yeux des autres. J'aimerais savoir comment vous appréhendez ça, comment tu vas ça et comment tu vas te préparer là-dessus pour éviter tous les pièges qui vont être tendus à tous les futurs candidats qui sont issus de la majorité, du moins des minorités visibles, qui veulent faire avancer les choses ici en France, dans leur quartier. Et seconde question, comment on va pouvoir travailler encore aujourd'hui pour attirer plus de jeunes, les jeunes, notre population à venir s'intéresser à leur politique, à leur quartier et à leur ville. Voilà, parce que c'est malheureux. On sait pertinemment combien il a été élu le dernier maire, 1500 voix, on devient bien dans la ville de Somme. C'est super, c'était la dernière. Voilà, j'attends ma réponse, merci. Et juste pour information, c'était la dernière question, car la réunion touche à sa fin. Donc voilà. Elle touche à sa fin, après il y a un petit pot à prendre, bien entendu. Pour répondre à la question, en fait, moi j'ai un exemple assez parlant, c'est celui de la MICAS que j'ai eu l'année dernière. Donc, une MICAS, c'est une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance où certaines autorités d'État, alimentées par des calomnies et des mensonges de personnes qui sont dans le giron de la municipalité, ont pris une décision de me priver arbitrairement de ma liberté d'aller et venir. On aurait pu penser que j'allais ne pas forcément en parler, que j'allais peut-être avoir honte de ce qui m'arrivait, que j'allais peut-être essayer de trouver une solution, mais à l'abri des regards. Au début, j'ai pris la chose telle qu'elle était parce que je me suis dit, je rentre en politique, je suis militant associatif. Je ne comptais pas forcément faire de politique, mais un jour, la nécessité s'est imposée à moi quand j'ai vu ce que la ville devenait sur ce banc. Et donc, je me suis dit, le monde de la politique, c'est pas le monde des bisounours. Je sais qu'il y en a là-bas qui ont des intérêts à préserver. Et toute contestation légitime qui pourrait mettre en péril ces petits intérêts sera férocement et sévèrement combattue. Donc je pouvais m'attendre à certains coups bas, comme on dit dans le jargon. Donc je me suis dit, ça va aller. Avec les équipes, nous avons travaillé le dossier avec une réponse appropriée au niveau du droit, avec des dépôts de plainte, parce que ce sont des infractions extrêmement graves me concernant, et comme le disait Stéphane à juste titre tout à l'heure, si ce que vous dites sur moi est vrai, mettez-moi en prison, me donnez moi-même les menottes, je vais me les mettre moi-même, je vais y aller. Mais si c'est faux et je vous apporte la preuve par A plus B que c'est faux, dans ce cas-là, ceux qui ont commandité ça doivent répondre de leurs actes et être jugés au nom du peuple français. Mais la ligne rouge qui a été franchie,
Et ça, Alain le dit à très juste titre. C'est le jour où, à 6 h du matin, ils sont venus, ils ont débarqué, ils ont défoncé la porte, excusez-moi la vulgarité, et à l'arme de guerre, ils ont braqué mon épouse et mes enfants. À partir de ce moment-là, la décision a été prise avec toutes les équipes qui m'entourent de publier sur ce qui s'était arrivé. Et si j'avais commis la moindre erreur de communication, et pourtant j'ai impliqué le maire de la ville, le préfet, certaines autorités d'État, jusqu'au ministère de l'Intérieur, mais j'ai envoyé des commissaires de justice dans différentes instances pour interpeller au nom de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que les institutions, ce sont des institutions publiques. Ce ne sont pas des institutions du préfet, ce n'est pas l'institution du ministre, ce sont nos institutions et ils sont rémunérés avec l'argent de nos impôts. Donc tout citoyen a la qualité de pouvoir interpeller ses responsables et ses représentants. C'est ce que nous avons fait. Et avec tout ce que nous avons publié, avec tout ce que nous avons envoyé, si nous nous étions trompés d'un iota, l'État, avec tous les moyens dont il dispose, serait venu me chercher et aurait fait usage de ce qu'on appelle les procédures bâillons. Procédures bâillons, c'est pour vous faire taire, pour vous faire perdre de l'argent, pour à un moment donné vous dissuader. Et comme aujourd'hui je suis devant vous, je suis présent, je ne suis pas incarcéré, je dispose de ma pleine liberté, je n'ai jamais été condamné par la justice, ni même été mis en garde à vue. Donc je pense que le meilleur moyen de lutter contre ce que certains appellent l'entrisme, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu replié sur vous-même, vous n'allez pas voter, on dit que vous êtes communautaire. Maintenant, vous êtes intéressé aux valeurs républicaines et vous souhaitez les faire vivre au quotidien dans votre ville et au niveau national, on vous taxe d'entrisme. Donc, à un moment donné, où se positionner? Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte de dire nous sommes français. Nous pouvons avoir quelques convictions spirituelles et religieuses, mais nous sommes profondément attachés à la France. Et vous savez, moi, j'ai un père, paix à son âme, lundi, ça fera 20 ans qu'il nous a quittés, qui était un serviteur de l'État. Il appartenait à l'armée de l'air. Ma mère, ici présente, était fonctionnaire territorial auprès de la jeunesse, auprès de l'enfance, pendant des années. Donc, servir l'État, comme on dit, l'exposition fait l'éducation. J'ai été exposé à la servitude de l'État, j'ai été éduqué à servir l'État. Et mon père, musicien, considérait peut-être en son temps que la France était une belle chanson avec de mauvais chanteurs, que la France n'avait pas de bons chanteurs. Et c'est pour ça qu'en tant que musicien de renom, parce que je tiens à le saluer, j'en profite, il y a un conservatoire qui porte son nom aujourd'hui pour tout le travail qu'il a accompli. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la musique. Et j'ai été au conservatoire pour pouvoir devenir un bon chanteur, un bon musicien. Je faisais de la percussion, des pianos, donc le rythme. Et aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est rythmer cette solidarité pour que nous puissions tous devenir de bons chanteurs et que la France rayonne de par la beauté de son expression. Et c'est pour ça que je pense que me préparer, j'y suis déjà préparé. Le travail qui a été fait pour annuler la MICAS de A à Z et de faire en sorte que je me confronte et que je m'oppose directement à toutes ces autorités d'État sans qu'elles me viennent broncher et viennent me chercher, c'est la démonstration que ce que nous avons fait a porté ses fruits. Et aujourd'hui, je défie quiconque de venir me taxer de quoi que ce soit lorsque mes actions parlent pour moi. Comme on dit, dire fait rire, faire fait taire. Aujourd'hui, j'ai fait, nous avons fait, et ce sont nos actions qui ont fait taire ces autorités d'État, qui ont usé de la calomnie, du faux, pour tenter de me nuire. Et donc c'est... Donc pour répondre à ta question, cher Saïd, je pense que me concernant, ce n'est pas un problème. Mais par contre, et c'est ce que je dis, je ne suis pas le seul dans cette situation. J'ai la chance d'avoir été formé dans une organisation de défense des droits humains. J'ai la chance d'avoir la capacité de riposte juridique, politique et de communication. Mais tous ne sont pas dans ma situation. Combien sont laissés sur le bas-côté? Combien n'ont pas cette capacité ou cette résilience pour pouvoir affronter certaines autorités d'État? Et aujourd'hui, ce combat que j'ai mené avec mes équipes, il doit servir d'exemple, il doit servir de jurisprudence pour ne plus jamais qu'à l'avenir
il y ait des élus de la République, des citoyens français qui soient victimes d'atteintes injustifiées à leurs droits parce qu'ils ont le droit d'être différents. La réunion touche à sa fin. On tient vraiment à vous remercier d'être venus. Vous avez pris le temps, vous avez été à l'écoute, vous avez compris l'importance de cette réunion. Vous savez, Souleymane, il a fini par le fait que lui, il a eu la chance d'avoir Alain, d'avoir une équipe, de maîtriser le droit. Malheureusement, dans nos quartiers de nos cités, ils ont annihilé ce simple fait, l'accès au droit. Là, il y a un frère qui est là, il ne veut pas prendre la parole car il a vécu les mêmes types de situations. Malheureusement, il n'avait pas cette chance qu'avait eu Souleymane. Et bien, dans leur équipe de 3 personnes qui ont été inquiétées par la justice injustement, et bien, il y a une personne qui a pété les plombs aujourd'hui dans la psychiatrie. L'islamophobie, l'antisémitisme, la christianophobie, la stigmatisation de toutes les religions tue. C'est sérieux. C'est pour cela que lorsque on a Souleymane, un élu de la République, un élu de la ville de Sevran, il a été inquiété parce qu'un réel opposant politique. C'est incroyable, au XXIe siècle en France. Donc Souleymane, on tient vraiment à te remercier. On tient vraiment à te féliciter pour tout ce que tu as accompli dans la ville de Sevran. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour ce match. Un tonnerre d'applaudissements pour cette ville. Il mérite ça, Souleymane. Il mérite cette première, il mérite cette expérience, il mérite d'être adoré comme ce soir. Aussi, c'est important de souligner que dans ce genre de sujet, pour preuve, on avait réservé des places pour les élus de la ville de Sevran, regardez son vide, car les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Et avoir l'ancien maire de Sevran, qui vient à ce genre d'événement, qui prend des positions fermes, ça s'applaudit s'il vous plaît. Adama, je me permets juste pour conclure très rapidement, je voudrais remercier quand même une personne particulière, c'est mon épouse, parce qu'elle a vécu des choses très difficiles, et malgré tout ça, elle a toujours, et je dis bien toujours, été à mon soutien. Ça n'a pas toujours été évident. Le jour où j'ai vu son regard, parce qu'elle avait 2 armes pointées sur elle, ça a été dur. Mais elle-même a fait preuve d'un courage exemplaire et elle m'a dit « N'abandonne pas ton combat parce que ce combat que nous menons avec toute la famille, avec les enfants, avec notre famille de cœur qui nous accompagne, c'est un combat qui doit servir pour la République. » Donc je voudrais qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. Et aussi, on va aussi applaudir les intervenants quand même, c'est important. Voilà, qui sont là. Et merci à vous de temps en temps, j'ai un projet.